Manifestation monstre à Montréal, 150 000 personnes marchent pour le climat. Vous sacrifiez vos propres enfants pour votre économie. Les conséquences majeures des contenants à usage unique dans le secteur de la restauration. On a tellement été habitués à avoir du jetable depuis une quarantaine d'années que on n'arrive pas à concevoir notre vie sans avoir des emballages jetables de courte durée. Et on reçoit Fanny Bissonnette, une jeune professionnelle dans la trentaine qui se considère éco-anxieuse. Je me rends compte que peu importe ce que moi je fais, si les grandes entreprises du monde, les gouvernements n'arrêtent pas de faire ce qu'ils font, bien, ça fera pas de différence. La seule chose, c'est que moi, je vais un peu mieux dormir le soir. Ouais. Tout ça et bien plus encore en 27 minutes top chrono. Bonjour, ici Anne-Sophie Roy et bienvenue à Top Chrono. Cette semaine, on s'intéresse aux enjeux auxquels seront confrontés la nouvelle génération dans les décennies à venir. L'anxiété climatique, la relève en entrepreneuriat et la conciliation famille-études, comment on peut y faire face? Pour débuter l'émission, on revient sur la Grande Marche pour le climat le 15 mars dernier qui a attiré les foules à travers le monde, Montréal compris. Un reportage de David Flotta. Pour que personne ne nous ignore, crions! En cet après-midi du 15 mars, les rues de l'île de Montréal sont paralysées, prises d'assaut par plus de 150 000 individus armés de pancartes, sifflets et tambours qui en ont assez de l'inaction du gouvernement face à la crise climatique. La chose la plus importante aujourd'hui, pour moi et pour plusieurs autres, est de passer un message à ceux qui peuvent voter et ceux qui peuvent prendre des décisions pour qu'ils arrêtent de parler et qu'ils commencent à agir maintenant. Parce qu'on a la chance de vivre dans un monde où on peut encore faire une différence, puis dans quelques années, ça va être trop tard. Puis c'est vraiment notre responsabilité de faire quelque chose. Pour eux, les changements devront être concrets. Limiter la vente de produits en plastique à usage unique ou réduire notre dépendance aux énergies fossiles, par exemple. Ainsi, ils n'hésitent pas à s'attaquer au fondement du système dans lequel nous vivons. Il faut changer les mentalités, en fait. Il faut qu'il y ait un shift philosophique qui se passe puis que la priorité change de la croissance économique vers d'autres priorités, comme la biodiversité. Au Québec, les efforts du nouveau gouvernement en matière de développement durable inquiètent. Celui-ci ne semble pas être une priorité pour les élus. On n'a pas le temps de continuer à se tromper et à faire les mauvais gestes. Il faut agir maintenant. On a un ministère des Transports qui fait l'inverse de ce que fait le ministère de l'Environnement, qui fait l'inverse du ministère des Ressources naturelles. On s'éparpille, on n'arrive pas à avancer. On doit agir de manière cohérente. C'est également une occasion pour certains de s'adresser aux acteurs décisionnels des grandes entreprises, afin qu'ils comprennent les revendications de ce mouvement. Ce qu'ils veulent faire, c'est vendre. Et si tout le monde à qui ils veulent vendre recherche des alternatives plus écologiques, ils seront forcés d'en créer pour continuer à faire de l'argent. Une grande partie de la foule est composée de jeunes étudiants, en majorité du secondaire. Ils ont choisi de mettre de côté leurs stylos et cahiers le temps d'un après-midi, une décision qui justifie par le souci de leur avenir. C'est notre futur, dans le fond. On n'est pas sûr comme si la planète elle va durer, si on continue de la traiter comme on la traite en ce moment. Puis, ben moi, j'aimerais ça vivre toute ma vie, puis que mes enfants ils vivent toute leur vie, puis que mes petits-enfants ils vivent toute leur vie. Fait que je veux comme le futur pour cette planète-là. Je crois que c'est important de montrer au gouvernement qu'on a une opinion forte sur le sujet, puis on veut que ça change, parce que ça nous affecte, puis ça va nous affecter dans les générations futures, puis c'est un peu c'est ignorant de notre part de rien faire. Nous avons 11 ans pour agir selon les recommandations du GIEC, où les conséquences qui suivront seront désastreuses. Vous sacrifiez vos propres enfants pour votre économie. Dans 11 ans, qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous respirer? Qu'allons-nous vivre? Je pense qu'on va s'habituer, je pense, aussi à vivre avec le risque. C'est-à-dire qu'on va vivre de plus en plus d'événements extrêmes, que ce soit des incendies, que ce soit
des ouragans, des grosses inondations. Ça, on risque de vivre de plus en plus avec cet aléa climatique. Un aléa climatique qui influence également la viabilité des écosystèmes, entraînant un recul de la biodiversité de notre planète. On est dans une crise biologique majeure, hein. On est dans la 6e extinction de masse, donc il y a beaucoup d'espèces que l'on observe aujourd'hui et qu'on risque de ne plus observer dans quelques décennies. Il y a énormément de disparitions d'espèces à l'heure actuelle, donc ça change le paysage, là, ça change, et puis donc ça change notre rapport à la nature et ce qu'on observe aujourd'hui. La plupart du temps, quand on a eu des crises biologiques majeures, le forçage était externe. Météorites, volcanisme, etc. Ici, là, on a vraiment un forçage qui est interne. C'est-à-dire que c'est une espèce, l'homme, qui fait disparaître les autres espèces. Donc là, le processus est un peu différent dans cette extinction de masse qu'on est en train de vivre. Tous ces manifestants n'attendent donc que le feu vert du gouvernement pour faire face à cette crise, à défaut de faire demi-tour. Ici David Flotta pour Top Chrono. Au début de l'année 2019, une étude a révélé que si rien n'est fait d'ici 2050, il va y avoir plus de plastique dans les océans que de poissons. Alors, que faire individuellement et collectivement pour réduire sa quantité de plastique et de déchets? Des choses très simples comme limiter son usage de contenants jetables peut aider pour beaucoup, comme nous l'explique Marie-Ève Boisvert dans ce reportage. Le rythme de vie des Québécois va à une vitesse de plus en plus effrénée. Conséquence, le temps manque pour s'alimenter. C'est un temps qui est compressé, puis pas juste pour préparer les repas, mais même pour manger les repas. On ne s'arrête plus toujours pour prendre le temps de manger, pour partager des repas. Donc ça influence nos choix, mais nos habitudes alimentaires. La nourriture pour emporter apparaît comme l'une des réponses à ce mode de vie. Une nouvelle habitude de consommation qui n'est toutefois pas sans conséquences sur le plan écologique. C'est une des grosses sources de polluants. C'est-à-dire, regardez ce qu'on met dans le bac de récupération. C'est principalement des contenants alimentaires maintenant, là. À Montréal, ce sont 66 % des déchets observés dans les parcs qui proviennent de la restauration rapide. Ils sont les dommages collatéraux d'habitudes bien ancrées chez une majorité de citadins. On a tellement été habitués à avoir du jetable depuis une quarantaine d'années que on n'arrive pas à concevoir notre vie sans avoir des emballages jetables de courte durée. Bien que dans l'imaginaire collectif, le recyclage fasse office de solution idéale au problème, le système de récupération en place au Québec n'y répond pas efficacement. Ce qui arrive, c'est que la nourriture est souillée par... les contenants sont souillés par la nourriture et donc pas recyclables parce que ça cause des problèmes et ainsi de suite. Devant ce constat, la réduction à la source apparaît comme la meilleure stratégie de réduction des impacts écologiques de la restauration pour emporter. Le meilleur déchet, comme on dit beaucoup, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Une solution qui requiert toutefois de vrais changements de comportement. La population est-elle prête pour ceux-ci? Pour sa part, Stéphane est optimiste. Et moi, je le vois beaucoup à l'université. On a des étudiants, une jeune génération, puis on sent que les comportements changent. On voit que les comportements changent et très vite. À ce jour, l'alternative la plus connue pour diminuer le gaspillage correspond à l'utilisation des bons vieux contenants réutilisables. Une façon de faire qui est toutefois contraignante au quotidien. C'est que ça commence à faire beaucoup d'affaires. Vous transportez votre gourde, vous transportez votre tasse, vous transportez votre assiette, vous transportez vos ustensiles. Maintenant, il y a les pailles. On voit mal comment les gens se transportent, amèneraient leur assiette ou leur ustensile un peu partout. L'initiative La Tasse, née en 2017 dans Villeray, semble toutefois être une première piste de solution prometteuse en réponse à ces obstacles logistiques. Donc, la tasse, c'est un principe de gobelet réutilisable qui fonctionne avec le principe de la consigne. Alors, on vend la tasse pour 5 $. Le client obtient sa tasse pour 5 $ dans laquelle il met son café. Puis, il peut la retourner à l'endroit où il l'a pris et récupérer son dépôt de 5 $ ou la redéposer dans d'autres endroits qui participent au réseau et récupérer son 5 $. C'est vraiment le principe de la consigne en réseau. C'est vraiment cool parce que là, c'est pas juste à Montréal, à Villeray, c'est vraiment... Tu peux acheter ton café à Chicoutimi, puis tu le bois dans l'auto, puis rendu à Québec, tu droppes ta tasse. La consigne est donc fonctionnelle pour la diminution de l'utilisation de tasses jetables. Mais peut-elle être envisagée pour tous les types de contenants alimentaires? Et si oui, comment l'adapter aux normes d'hygiène en vigueur? C'est sûr que le MAPAC, c'est plus lent à faire des changements, eux autres, au niveau du contrôle gouvernemental, puis ils ont leur raison d'être, qui est la protection de
du consommateur sur tout ce qui est l'hygiène. Donc, je pense que l'un ne contredit pas l'autre. Alors que le flou subsiste toujours quant aux normes d'hygiène et salubrité à appliquer pour la gestion de contenants consignables, des commerces comme le café et la graine brûlée vont de l'avant. Ah ouais, nous, on fait tout consignable. Par exemple, on n'a pas d'ustensiles jetables. Les gens qui prennent pour emporter ici, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de format pour emporter. C'est gros pour emporter? Ouais, on charge une pièce de consigne. Parfait. Le geste environnemental optimal pour la propriétaire de ce café reste encore de consommer sur place. Un idéal qui sert également le bien-être des consommateurs. Et c'est vital manger, puis c'est pas juste pour notre santé, mais c'est socio-culturel, c'est pour le plaisir, c'est un moment d'arrêt et tout ça. Donc je pense que ça mérite pas juste des raccourcis. Essentiellement, l'entreprise, c'est un espace social, c'est un espace de rassemblement où on va partager une culture de durabilité. L'avenir de la consommation alimentaire, qui se veut moins rapide et plus solidaire, se trouve peut-être donc dans un ultime retour aux sources. Je ne veux pas dire revenir comme au temps de nos grands-parents, mais jusqu'à un certain point, oui, parce que c'est là où on avait le moins de dommages. Puis on va éventuellement revenir à ça, parce qu'on ne pourra pas toujours continuer à consommer comme on le fait aujourd'hui. C'était Marie-Ève Boisvert pour Top Chrono. L'éco-anxiété ou l'anxiété climatique, c'est relativement nouveau dans notre vocabulaire. Pourtant, c'est un phénomène bien réel qui est de plus en plus étudié par les scientifiques. Les personnes éco-anxieuses peuvent ressentir un mal-être, une tristesse, même de la colère face à l'impuissance collective face au changement climatique. Aujourd'hui, on rencontre Fanny Bissonnette qui se considère éco-anxieuse. Salut Fanny. Bonjour. Dans un premier temps, Fanny, qu'est-ce que ça implique pour toi, être éco-anxieuse? Mais pour moi, je me considère éco-anxieuse parce que ça me cause... Bien, parce que, premièrement, je sais c'est quoi l'anxiété, puis de penser à l'environnement ou de voir des choses, des nouvelles ou juste des faits devant moi me cause le même symptôme, les maux de ventre, les maux de tête, la difficulté à respirer, Un mal-être Un général. mal-être, oui, définitivement. Est-ce qu'il y a eu certains choix, sacrifices que tu as dû faire pour respecter ton environnement comparativement à tes amis ou à ta famille, par exemple? Tu sais, ça va dans les petits gestes du quotidien de composter, de réduire la consommation d'eau, d'électricité, à l'épicerie, d'arrêter d'acheter du plastique, mais tu arrives à la caisse puis tu es entouré de gens dont le panier déborde de palettes d'eau embouteillée. Puis tu es comme, mais on n'arrivera jamais à rien, là, comme ça se peut pas. On dit souvent que pour que la situation s'améliore, il faut qu'il y ait une prise de conscience non seulement individuelle, mais aussi collective. Est-ce que tu fais confiance au gouvernement en place, aux instances gouvernementales? Est-ce que tu es optimiste face au futur? Non. Non, pas du tout. Non, parce que à chaque élection qui vient, moi, je vois un ou deux partis qui parlent d'environnement, puis que tout de suite, c'est comme, ils sont fous. Ça se peut pas. Ce qu'ils proposent n'a pas de bon sens, puis c'est épeurant. C'est mes droits et libertés, c'est mes privilèges, c'est... on en veut à ce que c'est d'être nord-américain, on veut... Tu sais, ben je sais pas, là, mais moi, j'aimerais ça, qu'on ne détruise pas la seule planète qu'on a. Ça, c'est mon souhait personnel. C'est un peu pessimiste, mais je me console en me disant qu'il me reste, je sais pas, 60 ans de vie au maximum, puis que peut-être, avec un peu de chance, ça va pas être si pire que ça dans les 60 prochaines années, puis après ça, ça va juste être fini pour moi. Mais, tu sais, on met aussi beaucoup la faute sur le consommateur. Tu devrais pas acheter de bouteilles d'eau, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Pourquoi c'est à ma disposition? Pourquoi c'est légal d'en vendre? C'est vraiment plus que juste, tu devrais pas faire ça, c'est mauvais pour l'environnement. Pourquoi il y a des compagnies, il y a des multinationales qui profitent de ça? Comment tu fais pour ne pas te sentir blasé quotidiennement? C'est quoi tes trucs? Je sais pas si j'y arrive. J'essaie... tu sais, dans les réseaux sociaux, souvent, on est comme inondé d'informations. Ce qui est beau avec ça, c'est quand même qu'on peut choisir nos sources d'informations. Fait que j'essaie de m'abonner à des pages ou des magazines ou de visiter des sites web où est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, puis des belles initiatives. Je pense, par exemple, à 1.5, qui fait beaucoup de contenu, tu sais, qui produit beaucoup de contenu qui sont des bonnes nouvelles, des bonnes initiatives, qui sont très près de nous, qui sont concrètes. Est-ce que je pense que ça fait le poids? Non, mais je pense que c'est mieux ça que rien. Absolument. Merci beaucoup, Fanny. Un peu plus tard à l'émission, un reportage sur la fabrication de vêtements locaux, un défi pour les entrepreneurs d'ici. La nourriture locale, les fruits et légumes, les paniers,
Les gens cherchent ça puis sont fiers de porter un produit qui est fait au Canada maintenant. On parle souvent de la conciliation travail-famille, mais depuis quelques années, une nouvelle préoccupation s'est installée dans les foyers québécois, celle de la conciliation travail-famille-études. Comment les jeunes parents réussissent à concilier enfants et cours du soir à l'heure où les garderies sont fermées? Un reportage de Guy Epassi. Il est 18h45 dans la ville de Montréal et c'est la plage horaire des cours de soir qui débute dans les universités. En faisant le tour des garderies de quelques universités, on peut constater que celle de l'Université de Montréal est fermée, celle de HEC est fermée, celle de l'UQAM, qui annonce pourtant être ouverte, est aussi fermée. Alors, pourquoi ces fermetures? Offert d'ouvrir la garderie entre 7h et 10h. Malheureusement, il n'y a eu que 2 étudiants qui se sont prévalus de cela. Parce que c'était trop tard pour réveiller l'enfant et le ramener chez lui. Nous y retournons la fin de semaine à l'heure des cours et elles sont toujours fermées. Pourtant, nous rencontrons des parents avec enfants dans les couloirs des universités. À HEC, nous avons rencontré Enoch et lorsqu'on lui demande si c'est la place de son enfant ici, il nous répond « Là, je n'ai pas une autre solution de garderie pour le moment. Donc, comme c'est un travail en groupe avec les amis, je me suis entendu avec eux et là, je viens avec lui. » Gaël doit faire des concessions avec son ex-conjoint pour pouvoir poursuivre ses études. Il a fallu que j'arrime les journées où mon ex-conjoint prenait ma fille avec mes cours. Donc, c'était pas forcément toujours évident parce que ça changeait à chaque session. Donc ça devient difficile. Et puis, il faut évidemment que la personne en face soit d'accord. Donc, ça prend beaucoup de compromis. Les étudiants ne sont pas les seuls dans les classes avec les enfants. Les professeurs aussi parfois se retrouvent démunis. J'ai un professeur qui est venu au premier cours avec son fils de 8 ans parce que c'était une journée pédagogique, si ma mémoire est bonne, et ça lui a permis de nous mentionner à la même occasion que finalement on pouvait venir avec nos enfants dans le cours parce qu'il préférait qu'on soit présent avec nos enfants, parce qu'il sait ce que c'est que d'être un parent étudiant. Et les contraintes que ça amène. Donc, il préférait qu'on soit présent en classe parce que c'était beaucoup d'ateliers, des choses qui sont très difficiles à rattraper à distance. Ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord parce qu'on sait très bien qu'avec tous les résidents permanents, les étudiants étrangers, ils n'ont pas de famille ici, donc ça devient difficile pour eux. Il y a les voisins, tout ça, mais des fois, ils les amènent. Des fois, on voit souvent des parents avec leurs enfants qui sont assis dans les cours. Et les professeurs ferment les yeux là-dessus parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas le choix. Les services aux étudiants de l'école affirment qu'il n'est pas de leur mission d'ouvrir des garderies. La mission de l'école, la mission des services aux étudiants, c'est de favoriser, de tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite du parcours académique. À partir du moment où un étudiant s'inscrit dans nos programmes, puis il est admis, donc il est réputé avoir le potentiel pour réussir. Si la conciliation famille, études, travail est un obstacle, je ne pense pas que c'est la mission de l'école d'ouvrir des garderies, mais je pense que ça fait partie de notre rôle de travailler avec les associations étudiantes, avec les étudiants pour trouver des solutions pour ces étudiants. C'est tout jeune là, comme projet. On va sûrement le mettre en place à partir de... ça a été accepté, ça va être mis en place à partir de septembre. Donc, ça va être une halte garderie qui va être offert aux parents. Mais on a décidé d'y aller avec un projet pilote et de seulement faire la période avant les examens, les intras, les finaux, puis aussi la période avant les examens, pour qu'ils puissent étudier et venir à leur examen la tête tranquille. Étudiants et professeurs ont certainement hâte à un dénouement heureux de cette situation. Ici Guy Epassi pour le cours de journalisme. De nos jours, de plus en plus de personnes aiment savoir la provenance de leurs vêtements, soit pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de qualité. Au Québec, plusieurs marques confectionnent leurs vêtements ici, mais est-ce que c'est rentable pour autant? Un reportage de Dominique Gildener. Canuck, Louis Garneau, Canada Goose. Ces marques ont toutes une chose en commun. Les trois créent l'entièreté de leurs produits au Canada. Cependant, chaque marque du genre connaît une réalité différente. Valérie Dumaine est une designer qui opère dans son atelier situé dans le Milex à Montréal. Sa marque porte son nom. Elle crée tous ses vêtements par elle-même. L'avantage de produire localement, c'est sûr que c'est d'être présent tout au long du processus de production, en fait, du début de la gradation jusqu'à la production, la finition et tout, puis la livraison ici. Elle engage quelques sous-traiteurs et contracteurs pour l'aider à assembler ses vêtements.
Bien que les profits ne soient pas très grands, elle arrive tout de même à en vivre. Par contre, trouver de la main-d'œuvre n'est pas toujours facile. La main-d'œuvre, elle se fait de plus en plus rare. Évidemment, aussi, tous les designers, il y en a de plus en plus. On se retrouve à faire faire avec tous les mêmes contracteurs. Les marques du même genre se supportent entre elles au lieu de se faire la compétition. On est des concurrents, mais en même temps, on est des alliés parce qu'on essaie de rassembler les clients pour qu'ils achètent ce type de vêtements-là. La réalité n'est bien sûr pas la même pour tous. La marque de manteaux Canuck existe depuis près de 50 ans. Sa longévité prouve son niveau de succès. Canuck possède 3 usines au Québec. Tous les produits de la marque sont faits à 100% au Canada. Caroline Moisan, la directrice marque et marketing de Canuck, attribue en partie la longévité de la marque à son côté local. Les produits sont faits ici par des gens qui connaissent l'hiver, qui savent comment construire un bon manteau qui est chaud et c'est un manteau de qualité qui va durer. C'est pour ça qu'on continue notre production ici. Ça fait partie de notre ADN de la marque. En créant localement, Canuck peut s'adapter au marché rapidement sans avoir à planifier sa production avec beaucoup d'avance. Par contre, la production locale représente aussi des défis. Le défi principal, c'est évidemment la main-d'œuvre qualifiée. Des couturières, des couturiers, c'est pas monnaie courante maintenant au Québec. Fait que c'est vraiment ça qui est un défi. Par contre, ce qu'on essaie de faire, on est en train de créer une école dans notre atelier ici pour pouvoir former notre main-d'œuvre. La rentabilité n'est pas facile à atteindre pour les nouvelles marques. Je crois que quand on commence, c'est quand même plus difficile de performer avec les coûts de fabrication des vêtements ici au Canada. Selon Caroline, le marché se porte bien et pourrait même prendre de l'ampleur grâce à la demande des consommateurs. Les consommateurs cherchent un produit fait au Canada, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, que ce soit dans le vin québécois, on les retrouve de plus en plus, la nourriture locale, les fruits et légumes, les paniers. Les gens cherchent ça puis sont fiers de porter un produit qui est fait au Canada maintenant. Le commissaire en développement économique de l'arrondissement Antique-Cartierville, Jean-François Soulière, travaille au sein du district central, le centre de l'industrie de la mode à Montréal. Jean-François considère que la production locale est rentable au Québec. D'autre part, une marque se donne de meilleures chances de réussir en étant spécialiste plutôt que généraliste. Aujourd'hui, ce qui semble se dessiner dans le marché, c'est qu'on devient des spécialistes de notre produit et on se concentre sur un produit spécifique. Ça semble être la tendance. La main-d'œuvre joue un grand rôle dans la rentabilité des entreprises. Un des éléments importants, c'est tout à fait la main-d'œuvre, en fait, qui est importante là, pour permettre là, de contrôler les coûts de production. À ce moment-ci, les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui sont en mesure de former leurs employés. Belle et Rebelle, située à Montréal, a ouvert ses portes il y a 12 ans. À l'époque, elle était une des premières boutiques à vendre en grande partie des produits et des vêtements créés à 100% au Canada. Selon la gérante Sophie Lunet, il est important pour les clientes de la boutique de connaître la provenance des vêtements et du matériel qui est utilisé pour les concevoir. De plus en plus, les designers essaient d'avoir leurs propres tissus qu'ils font fabriquer dans leurs ateliers. Donc déjà, c'est au niveau de la provenance du produit, c'est important pour la cliente de savoir d'où ça vient et pourquoi elle va payer sa robe entre 170 et 200 $ aussi, parce que les prix sont conséquents. Selon Sophie, les marques locales sont populaires auprès des consommateurs. Nous, en tant que boutique, on voit vraiment que les clients sont intéressés par ça. Ils se sentent concernés aussi, justement, d'avoir du linge qui est de belle qualité, qui dure longtemps dans le temps. Au final, il est possible de créer des vêtements à 100% au Canada. Cela peut être rentable. Le marché se porte assez bien grâce à la demande montante des consommateurs et pourrait même prendre de l'ampleur dans les années à venir. Dominique Hildener pour Top Chrono. Que ce soit pour l'autonomie professionnelle ou le fait d'être son propre patron, de plus en plus de milléniaux ont soif d'entrepreneuriat. On retrouve sur le terrain Nantou Soumaoro qui s'intéresse au sujet. Nantou, c'est vraiment une nouvelle tendance. Oui, en effet, selon l'indice entrepreneurial 2018, on observe une hausse conséquente des intentions de créer une entreprise ici à Montréal. En 10 ans, cet indice est passé de 7% en 2009 à 19,5% maintenant en 2019. La génération, en tout cas la population qui est la plus touchée par cette volonté de créer sa propre entreprise est celle de la génération Y, donc des 18-34 ans. On a d'ailleurs été à la rencontre de deux co-créateurs d'une entreprise qui
qui s'appelle LIP et qui fait du café pressé. On les écoute. J'ai travaillé en entreprise après mes études. J'ai terminé en 2016. J'ai travaillé pendant 2 ans pour une grosse corporation. Puis, en fait, je manquais un peu de défis, puis j'ai été victime un peu du principe que j'avais peu d'impact. Vous les avez entendus, ce n'est pas un cas unique à Montréal. Ils sont, selon l'indice entrepreneurial 2018, 62% de la génération Y à être propriétaire de leur propre entreprise. Là, on se trouve devant la brasserie Ma Brasserie, en fait, qui est une coopérative de brasseurs, mais qui est aussi un espace collaboratif qui permet justement aux jeunes entrepreneurs d'avoir du soutien et de l'aide. On écoute justement les co-créateurs de LIP à ce sujet. Au départ, quand on faisait l'embouteillage, on n'avait pas fait ça toute notre vie, on n'était pas des professionnels, tu sais. Fait que les premières fois qu'on les faisait, des fois, il y avait les brasseurs qui venaient nous voir et qui nous disaient « Pourquoi tu fais ça comme ça? Ça serait plus simple si tu ferais ça comme ça, ou ça irait plus vite si tu ferais ça comme ça. » Ils nous ont appris plein de trucs qui ont fait qu'on a perfectionné notre façon de faire. Imaginez une croissance continue du taux de création d'entreprises chez les 18 à 34 ans, surtout avec l'effervescence maintenant des incubateurs et des espaces de coworking. C'est déjà tout pour aujourd'hui. À l'émission la semaine prochaine, David Brosseau vous présente un reportage spécial sur la trappe en milieu urbain. Parce que les indésirables trouvent leur compte partout, même en ville. Faut que tu sois vite sa gâchette si tu veux filmer. C'est prêt, mon petit. C'est vraiment d'être discret au niveau des montages qu'on va faire. On va utiliser aussi des pièges différents. C'est sûr qu'on ne prendra pas des pièges mortels, c'est vraiment de la relocalisation. On va faire des captures, puis on va relocaliser en forêt. On se retrouve donc pour une autre émission d'information dans une semaine. Top Chrono.